Face à la crise qui fouette les Togolais, le départ pour l'exil, pour l'étranger, apparaît de plus en plus comme une solution, comme seul espoir, peut-être pour se tailler un avenir meilleur. Mais pendant ce temps, l'horizon s'assombrit peu à peu du côté de l'extérieur avec l'arrivée de Donald Trump d'un côté, dont on connaît la fermeté en matière d'immigration, et sans oublier la montée de l'extrême droite en Europe. Sans oublier surtout le Canada, qui est la destination prisée des Togolais ces derniers temps, mais qui aussi est en train de freiner l'immigration. Face à tout cela, quel espoir, quelle perspective encore pour les Togolais qui désirent partir? Partir est-il véritablement la solution? Sinon, quelles sont les autres options qu'il faudra envisager? Je suis au plateau ici ce soir avec l'analyste politique Anani Sossou, qui est notre invité. Anani, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aime pas trop le terme analyste politique, mais je suis un consultant en communication. Ok. Je suis un journaliste. Un journaliste consultant en communication. Anani Sossou, les Togolais veulent quitter le pays parce que ça ne va pas. Est-ce la solution? Oui, mais bon, vous savez, de tout temps, de par l'histoire, il y a toujours eu des immigrations. Quand vous voyez la composition de la population togolaise, elle est cosmopolite. On nous a appris depuis l'école primaire qu'il y a des gens qui sont venus d'Oyo au Nigeria, des gens qui sont venus depuis les encablures du lac Tchad, des gens qui sont venus de Fante au Ghana, des gens qui sont venus de Côte d'Ivoire. Donc, la population togolaise, elle est cosmopolite. Et ceci étant dit, de par le monde, et on ne peut jamais freiner l'immigration ni l'arrêter. Ça, c'est une grande évidence. L'autre évidence est que aucun peuple aujourd'hui dans le monde ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire fermer ses frontières et ne vivre que par ces populations qui sont dans son intérieur. Chaque population, chaque peuple a besoin d'accueillir en son sein des étrangers, et de la même manière que chaque peuple a besoin également d'immigrer, ne serait-ce que pour découvrir, pour apprendre et pour donner son savoir-faire à l'autre peuple. Et c'est comme ça. Donc on ne peut pas vivre en autarcie aujourd'hui et fermer les portes, les frontières. D'ailleurs, quoi qu'on fasse, vous avez vu, il y a des restrictions partout, surtout en Europe et dans les pays occidentaux. Mais cela n'a jamais empêché les pays dont les populations souffrent, les pays dont les populations sont subordonnées à des conditions climatiques drastiques, les pays dont la misère et la pauvreté sont le lot quotidien, les pays qui ont été colonisés par les Occidentaux, qui ont eu même mise sur les ressources naturelles de ces pays-là, les pays occidentaux qui ont imposé d'une façon ou d'une autre des dictatures dans des pays du monde, des pays africains, des pays asiatiques, des pays sud-américains. Ces peuples ont besoin d'épanouissement parce que dans la Charte des Nations Unies, il est dit clairement que chacun est libre de mouvoir comme il veut et d'aller où il veut. Donc aujourd'hui, c'est difficile qu'un peuple vive en autarcie. Pour revenir à ta question, qui est de savoir, est-ce que aujourd'hui la solution pour les Togolais, c'est d'immigrer? Je dirais à la fois oui et non. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on est là et qu'on vit dans des conditions difficiles et que dans le même temps, on pense qu'à l'extérieur, on voit à travers les réseaux sociaux que de l'autre côté, par exemple, de la frontière, les conditions sont moins difficiles que chez nous, on a tendance à immigrer pour aller chercher son bonheur. Parce que la quête du migrant, c'est quoi? C'est la recherche du bonheur. C'est la recherche d'une plus-value qu'il doit ajouter à sa vie. C'est la recherche d'un Eldorado. Même si souvent cet Eldorado est hypothétique, on tente quand même le coup pour aller se chercher mieux ailleurs. Donc, on ne peut pas dire que c'est une panacée d'immigrer, mais c'est une opportunité aller aussi de se chercher. Dans le cas contraire, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur l'immigration. Les conditions même du départ
vers l'Occident, puisque la plupart du temps c'est vers l'Occident que les Togolais aiment aller. Mais la diaspora togolaise est plus conséquente en Afrique, beaucoup plus qu'à Bien sûr, l'extérieur. c'est ça qu'on ne sait pas, parce que quand j'ai eu un peu à visiter l'Afrique, c'est beaucoup de pays africains, mais quand tu y vas par exemple au Gabon, il y a une forte communauté togolaise. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a une forte communauté togolaise. Vous allez au Ghana, c'est ça qui m'a encore le plus paru bizarre, mais quand vous allez au Ghana, pas seulement dans la région d'Accra, mais vous allez vers le nord, dans la région Ashanti, vous allez voir qu'il y a tellement de Togolais, beaucoup de Togolais. Et ce qui est encore surprenant, les Togolais que vous voyez, ce ne sont pas seulement les Togolais qui viennent du sud du pays, mais vous allez voir beaucoup de Togolais de la région centrale qui sont au Ghana. Vous allez au Bénin, il y a une forte communauté togolaise. Au Burkina, où j'ai été il y a pas longtemps, il y a une forte communauté. Donc, la communauté togolaise de la diaspora ne se situe pas seulement en Occident, mais elle est beaucoup plus conséquente en Afrique qu'en Occident. Et les gens pensent que c'est seulement en allant vers le nord, les pays du nord, qu'on peut trouver son bonheur. Or, il y a ce qu'on appelle des mesures. Mais vous savez quand même que les conditions dans les pays du Nord et les conditions dans les pays du Sud, c'est quand même pas pareil. Oui, bien sûr, ce n'est pas pareil. Il est facile, par exemple, pour un Togolais, membre de l'espace communautaire CEDEAO, d'aller, selon la charte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il est plus facile à un Togolais d'aller s'installer à Dakar, au Sénégal, par exemple, parce que la charte dit que chaque ressortissant a la latitude d'aller s'installer dans l'un des pays de l'espace communautaire. Donc, il est plus facile pour moi, par exemple, de quitter le Togo, d'aller m'installer en Côte d'Ivoire, que de quitter le Togo pour aller m'installer en France. Mais je parle beaucoup plus des opportunités qu'on retrouve dans ces espaces-là. En termes d'opportunités, puisque le but final, c'est le mieux-être. Oui, bien sûr, mais opportunité dans quel sens? C'est ça que je ne comprends pas. Non, le fait de trouver tout de suite un boulot décent, quelque chose qui te permet quand même de pouvoir assouvir, ne serait-ce que tes besoins fondamentaux. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un dépaysage. Quand on va dans un pays africain, on se sent un peu comme chez nous, puisque nous avons presque les mêmes pratiques chez nous. Je peux peut-être sortir, aller trouver à manger facilement au bord de la route, alors que en Occident c'est plus compliqué. Il faut aller dans un restaurant. Je peux par exemple aller habiter aller vivre chez l'habitant du lieu où je vais. Il suffit que je le lui explique. On se comprend mieux entre nous Africains que entre Africains et Occidentaux. Nous n'avons pas les mêmes méthodes de vie, nous n'avons pas les mêmes modèles de vie, nous n'avons pas la même compréhension des choses que les Occidentaux. Donc c'est plus facile pour un Togolais d'aller vivre au Bénin et de ne pas se sentir totalement dépaysé. On se sentira mieux chez nous, on se sentira comme chez nous plutôt, au Bénin, que comme on vivrait au Togo. C'est plus facile. Alors que dans le cas où tu veux aller vivre dans un pays du Nord, ce qui se passe, c'est que d'abord, il faut voir tout le parcours qu'il faut faire. Si c'est l'immigration légale, il faut voir si vous remplissez les conditions en matière de travail, si c'est pour les études, vous remplissez les conditions. Donc, c'est tout un processus à faire et à fournir des documents qui puissent convaincre le consulat pour pouvoir vous donner un visa pour partir. Et ce qui se passe, c'est que les visas qu'on donne sont des visas, les conditions sont tellement drastiques que c'est peu de personnes qui arrivent à avoir le fameux César pour se rendre en Occident. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est l'immigration illégale, où nos compatriotes quittent le Togo, traversent le désert du Sahara, se retrouvent en Libye, deviennent des esclaves des fois, ou bien ils vont dans la Méditerranée pour se faire noyer par des passants cupides. Donc c'est plus facile pour un Africain de vivre dans un pays africain que de vivre dans un pays occidental. Mais maintenant, pour ceux qui arrivent à aller là-bas, finalement, vaille que vaille se retrouve là-bas, quelles sont en fait les conditions dans lesquelles ces personnes arrivent? C'est difficile. N'oubliez pas que moi-même je suis issu de la diaspora. Hein. J'ai fait la Belgique pendant au moins plus d'un quart de siècle. Hein. J'ai fait la Belgique. À notre époque, quand on était arrivé en Belgique, les conditions d'immigration n'étaient pas aussi drastiques que ça. Nous avons eu la chance de rapidement avoir nos papiers. Nous avons eu la chance de poursuivre des études. Nous avons eu la chance de travailler juste après.
Mais c'est après nous que les conditions ont commencé à devenir difficiles parce que l'Europe aussi est confrontée à des difficultés financières, à des difficultés économiques. Ce qui fait que les Européens ont commencé à sévir en matière d'immigration. Un fait, en l'an 2000, en 2000 par exemple, en Belgique, il y avait ce qu'on appelle une régularisation massive où les sans-papiers ont été appelés à fournir ne serait-ce que un passeport pour qu'on voit un peu leur identité, pour leur fournir des cartes de séjour. Mais depuis 2000, donc ça fait 24 ans, la Belgique n'a plus fait ça. Or, la Belgique était considérée comme un pays d'accueil par excellence. Mais ils ont refusé d'accorder cela. Donc, je vais expliquer un peu à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Quand vous arrivez de manière illégale, par exemple en Europe, vous ne pouvez ni étudier, ni apprendre un métier, encore moins aller dans des hôpitaux pour vous faire soigner, pour que vous n'avez pas d'identité là-bas. Donc les conditions sont difficiles. Vous êtes obligé de vivre dans la clandestinité parce que dès lors que vous tombez dans des contrôles de police, la police vous prend et on vous met dans des centres de rapatriement. Et il y a ce qu'on appelle généralement, lorsqu'on vous prend et que vous êtes installé de manière illégale dans le pays, on vous prend, on vous met dans un centre d'asile. C'est-à-dire que on fait en sorte que les conditions pour vous rapatrier dans votre pays d'origine soient beaucoup plus faciles. On ne vous laisse pas vous promener n'importe comment. Donc, c'est en quelque sorte comme une prison. On vous prend, on vous amène dans une prison et là, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de faire des activités sportives s'il y a des installations qui sont là. Mais vous n'avez plus cette latitude-là de mouvoir, de vaquer à vos occupations. Et la finalité qui suit, c'est que d'un jour à l'autre, vous allez faire des recours, hein, mais les recours, la plupart du temps, 90% des recours sont refusés. Et dans la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on vous amène dans un avion un beau matin, on vous rapatrie chez vous. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que vivre dans la clandestinité, ça ne vous donne aucun droit. Aucun droit du tout. Donc, vous êtes abandonné à des employeurs véreux qui peuvent vous exploiter, qui ne vont pas respecter la législation sur le travail, qui peuvent vous exploiter comme ils veulent. En matière de logement, vous ne pouvez pas louer une maison parce que vous n'avez pas d'identité. Or, pour louer une maison, il faut que le propriétaire ait votre identité, qu'il puisse vous signer un contrat. Et c'est avec ce contrat-là que vous devrez aller dans une mairie, dans une commune, pour vous faire établir une carte d'identité ou bien pour vous faire installer sur le registre de population de cette commune-là. Vous n'avez pas tout ça. Et le drame dans tout ça, c'est que la plupart des gens demandent de l'asile. Ils font une demande d'asile. L'asile, c'est quoi? Soit c'est politique. Vous êtes persécuté dans votre pays, vous partez, vous demandez l'asile politique. Soit c'est humanitaire. Parce que il y a il y a une guerre, il y a une calamité, une catastrophe, c'est humanitaire, ou bien vous avez une maladie que vous traînez et qui ne peut pas être soignée dans votre pays d'origine. Ou soit il y a des restrictions, par exemple sur la loi sur l'homosexualité, où dans votre pays elle est pénalisée, et dans ce cas vous prouvez par A plus B que vous êtes LGBT, voilà, vous êtes persécuté, vous êtes LGBT dans votre pays, c'est passible de peine de prison, et il faut prouver cela pour pouvoir bénéficier de ce droit humanitaire. Et le dernier critère qui s'est ajouté, c'est le critère environnemental, à cause des changements climatiques où les populations sont obligées de se déplacer contre leur volonté. Donc, il y a ce critère aussi qui s'est ajouté à cela. Mais je vous assure que c'est un parcours de combattant. Ce n'est pas parce que vous demandez l'asile politique aujourd'hui que automatiquement vous avez droit à une carte de séjour. Il y a ce qu'on appelle en France l'OFPRA, en Belgique ce qu'on appelle le CGRA. Ce sont des centres qui étudient vos demandes, qui voient la viabilité de votre demande, qui voient la sincérité. Et maintenant, ils procèdent par des enquêtes. Puisque n'oubliez pas qu'ils ont des correspondants pays où ils vont vérifier si ces faits-là se sont passés à tel moment, si cette personne-là était concernée, ils vont vérifier. Et lorsque, par
€1, vous avez chance et que votre demande est accueillie, là, vous gagnez le fameux sésame qui est la carte de séjour. Ouais. Mais dans le cas contraire, où votre demande est refusée, vous êtes débouté, c'est là où commencent les problèmes. Vous allez faire des recours, mais in fine, si on ne trouve pas de crédibilité dans ce que vous dites, vous n'aurez pas le fameux sésame, et là, vous êtes obligé, l'État, les Européens sont obligés de vous rapatrier dans vos pays. C'est pour cela que je conseille souvent à ceux qui veulent voyager, à ceux qui veulent migrer, d'étudier la faisabilité pour obtenir une carte de séjour avant de partir. Parce que je connais des gens qui sont en Europe depuis déjà plus de 15 ans. Je connais même quelqu'un qui a fait 20 ans, qui n'a pas de carte de séjour. Et ses parents se demandent ici, mais pourquoi notre fils, lui, ne revient pas? Mais ses autres camarades reviennent. C'est parce qu'il ne peut pas rentrer dans son pays. Non, vous êtes en train de dire que aller, c'est peut-être compliqué, mais on peut y arriver, mais le retour, c'est quasi impossible. Oui, le retour aussi, c'est problématique parce que si vous décidez de revenir, vous allez revenir. Vous pouvez aller dans votre consulat ou dans votre ambassade pour demander une carte consulaire. Avec cette carte consulaire, vous pouvez revenir dans votre pays. Mais vous ne pouvez plus repartir puisque pour repartir, il vous faut le fameux César qui est le visa. Oui. Alors, qu'il faut. Alors, vous avez rappelé que vous avez fait la Belgique au moins 22 ans. Vous avez expliqué un peu. Pas 22 ans, un quart de siècle. Ok, un quart de siècle, donc 25 ans, plus de 22 ans, alors. Oui. Et ben, vous avez expliqué également que les conditions en Belgique, par exemple, autrefois, ce n'est plus pareil aujourd'hui. Je rappelle également que le monde vit, depuis la Covid-19, il y a eu une crise économique, naturellement, qui frappe le monde entier. Et bon, l'Occident ne fait pas exception avec la guerre en Ukraine, tout ça, le coût de l'énergie. Mais est-ce à dire que pour vous, aujourd'hui, entre vivre là-bas dans des conditions où la vie est devenue peut-être 7 fois plus chère et vivre ici, c'est pareil? Ouais, mais on ne peut vivre mieux que chez soi. C'est ce que moi je dis. Donc, on ne peut vivre mieux que chez soi. Vous savez, vivre en Occident, les gens pensent que c'est un Eldorado. C'est pas facile. Parce que là, vous êtes loin de votre famille, il y a les conditions climatiques qui sont drastiques. Il y a aussi beaucoup de règles à respecter, par exemple. Et il y a, n'oubliez pas, ce qui tue également, c'est vous devez trouver un logement qui est 10 000 fois plus cher là-bas qu'ici. Vous devrez payer des taxes et impôts. Vous devez payer des taxes de circulation. Vous voyez? Donc, ce sont des conditions qui sont drastiques. Et ce n'est pas comme ici où vous allez au travail, vous pouvez avoir un quart d'heure de retard, 20 minutes de retard. C'est strict. Et là, le métro n'attend pas, le tramway ne t'attend pas. Tu devrais être à l'heure pour prendre ton tram ou ton métro ou bien ton train pour être à l'heure à ton boulot. Et lorsque tu es malade ici, on appelle le chef, on dit je suis malade aujourd'hui, je peux pas venir, et puis tu peux me faire 2-3 jours à la maison. Non, là, il faut aller voir un médecin qui te consulte et qui te donne l'opportunité, par exemple, de rester chez toi pour te soigner. Et il va te donner un certificat médical que tu dois rendre à ton boulot. Les conditions ne sont pas les mêmes. Comme ici. Donc, la vie n'est pas facile. La vie, elle est tellement dure, elle est tellement stressante. Lorsque vous voyez des gens de la diaspora en Occident qui reviennent ici et qui font du farotage, comme disent les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est parce qu'ils ont envie de se défouler, de se déstresser avant de retourner avant de retourner vivre dans les mêmes conditions difficiles dans lesquelles ils sont. Et la plupart de ceux qui viennent, parce que ce point-là, c'est important. C'est ça qui fait que nos compatriotes de la diaspora ne disent pas la vérité à nos frères qui sont au pays sur les véritables conditions de vie en Europe ou bien aux États-Unis ou au Canada pour l'obtention, par exemple, de la carte de séjour. Ce n'est pas évident. Les conditions de vie, c'est drastique. Ils ne disent pas la vérité. Ils reviennent ici, ils achètent de beaux habits, ils ont de l'argent, ils vont amener des gens boire, manger, faire ceci, faire cela. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart de ces gens-là font des prêts bancaires pour revenir ici. Ce que vous dites est vrai. Il y en a qui ne disent pas la vérité. Pendant ce temps, il y en a aussi qui disent la vérité, qui expliquent que vraiment c'est compliqué, un peu comme vous le dites. Il vaut mieux construire quelque chose ici. Mais chose étonnante, les mêmes personnes, quand elles rentrent, elles repartent. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je vais vous faire un petit témoignage. Depuis que je suis rentré au Togo, définitivement pour y vivre, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de nos compatriotes qui m'appellent pour me demander comment faire pour s'installer. Parce que la plupart d'entre eux
ont ce besoin-là, cette envie de rentrer au pays, et ils se posent deux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quoi investir? Comment s'installer? C'est ça le grand problème. Tous veulent revenir au Togo parce que les conditions dans lesquelles on vit en Occident, on travaille en Occident, ne sont pas faciles. Et ce ne sont pas seulement des amis en Europe qui m'appellent. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont aux États-Unis, et il y a même un qui est au Japon. Et c'est quoi le conseil que vous leur donnez? Non. Dans quoi investir au Togo pour réussir? Non, pas seulement investir. D'abord, je leur dis ceci. Ceux qui veulent rentrer au Togo, il faut d'abord avoir un pied à terre, c'est-à-dire ayez au moins une maison. Ne serait-ce que chambre-salon, une pièce de chambre-salon. Ayez au moins ça avant de rentrer. Parce que vous n'allez pas revenir et vivre dans une maison de location. Vous n'allez pas vous en sortir. Puisque même si vous revenez pour investir, dans les premiers mois, vous n'allez pas trouver des bénéfices jusqu'à payer un loyer. Parce que vous allez payer le loyer de votre domicile et vous allez payer aussi le loyer pour votre société, votre structure. Ce n'est pas évident. Il faut qu'ils disposent au moins d'une voiture pour les déplacements. C'est le grand conseil que je leur donne. Et également, on ne revient pas au pays sur un coup de tête. Il faut rentrer, faire une étude de terrain pour voir dans quoi je peux investir qui puisse me rapporter quelque chose. Il ne s'agit pas de rentrer au pays et seulement dépenser. Quand vous allez dépenser, l'argent avec lequel vous êtes rentré, ça va finir. Hein, puisqu'il n'y a plus rien qui rentre. Donc, je conseille souvent à mes amis, à mes compatriotes de la diaspora, de tout faire pour avoir une maison, d'avoir une voiture. Ça leur rend la vie plus facile, puisqu'ils n'auront pas de loyer, ils n'auront qu'à payer l'électricité, l'eau. Et maintenant, quand ils vont venir pour investir, il faut faire une étude de terrain, une étude sociologique, pour voir dans quels sont les besoins dans lesquels je peux investir et qui puisse avoir un marché. Les besoins sociologiques sont à étudier parce que les gens reviennent et disent bon, j'ai un ami qui a un resto, ça marche, moi si je viens, je fais un resto. Oui, mais Ananis Soso, est-ce que vous n'êtes pas en train de leur vendre du rêve à partir du moment où on a du mal à identifier les entrepreneurs à succès, hein, les investisseurs togolais à succès ici sur le terrain? Mais chacun a sa chance, mon frère. Il y a des gens que je connaisse qui viennent, qui investissent dans des domaines, par exemple dans l'agroalimentaire, ça marche. Dans l'agro-business, ça marche, puisque les gens ont forcément besoin de manger. Vous voyez? Ceux qui viennent investir, par exemple, dans des produits de rente, comme par exemple les techs, c'est pas rentable. Les palmiers, c'est pas rentable, parce qu'il faut attendre un certain nombre d'années pour pouvoir bénéficier des dividendes de votre investissement. Là, c'est pas rentable. Mais ceux qui viennent, par exemple, qui font de l'agriculture, de l'élevage, vous savez que les gens ont besoin de maïs, les gens ont besoin de manger. Vous savez cela? Bon, vous-même, vous avez investi dans quoi quand vous êtes arrivé? Comment je suis arrivé? Le mieux dans ce pays donc, comment je suis arrivé? Je suis allé directement à la terre. J'ai investi dans la terre. Vous vous retrouvez dans la terre? Je me retrouve tant bien que mal. C'est des collaborateurs avec qui je travaille. J'ai investi dans la pisciculture. J'ai investi dans l'agriculture réelle. Donc ça marche pour vous. Mais c'est ça que je dis, que si vous investissez dans les besoins des populations, ça marchera. Quand vous investissez dans le maïs, les gens ont besoin de manger à couper tous les jours, ce qui est le plat le premier plat au Togo. Les gens ont besoin de manger ça. Sans oublier le dérèglement climatique. Quand on parlait d'agriculture, avec les récoltes qui sont plus vraiment au rendez-vous. Il faut mettre des conditions agricoles avec soi. C'est-à-dire que il faut faire de l'irrigation, avoir un forage, faire de l'irrigation. Et je veux rappeler ici également que l'État togolais a mis en place un système pour financer, pour sponsoriser, j'allais dire, l'irrigation, c'est-à-dire avoir une pompe solaire, l'énergie solaire qui puisse te permettre si tu as un forage, l'État peut t'aider à avoir une pompe solaire. Est-ce que c'est automatique pour tout le monde? C'est automatique. C'est automatique, il suffit d'en faire la demande. Ça dépend. Mais je rappelle également que la capacité n'est pas aussi grande. Parce que ce que moi j'ai eu à faire, on m'a dit que je ne pouvais pas dépasser plus de 2 hectares en faisabilité pour l'irrigation. Parce que la pompe ne peut pas couvrir plus de 2 hectares. Mais en dehors de la pompe solaire et des panneaux solaires que on va vous installer, que l'État va sponsoriser, vous êtes obligé vous-même d'acheter le matériel nécessaire pour qu'un plombier puisse venir vous faire l'irrigation de votre domaine. Donc,
Donc, je conseille à des gens d'étudier les domaines dans lesquels il faut venir investir. Sinon, ce serait une perte de temps. Bien étudier dans le domaine dans lequel il faut investir pour éviter les pertes de temps. Voilà les conclusions d'Anani Soso. Pour ma part, je vous dirais tout simplement que Dieu vous bénisse et qui vous aide à faire la part des choses entre rester avec moi au pays ou bien partir. Ce qui est sûr, je serai toujours là.